semaine. Plusieurs arrestations pour conduite en état d'ébriété dans la région la semaine dernière. 4 individus arrêtés pour introduction par effraction dans une résidence de la Visitation de l'île du Pas et fin de l'injustice pour les aînés. Bonjour, ici Dany Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 30 octobre 2023. Un incendie a pris naissance vers midi, vendredi dernier, le 27 octobre, dans une résidence du chemin Barrette à Saint-Félix-de-Valois. Les policiers de la Sûreté du Québec, de la MRC de Matawini, ont été avisés aux alentours de midi 20. Le dossier a été transféré aux policiers par les pompiers puisqu'il pourrait s'agir d'un incendie criminel. Un technicien en scène d'incendie s'est rendu sur place afin de faire l'expertise des lieux. Une enquête est présentement en cours. Nous ne savons pas si la maison était habitée ou non, mais selon la Sûreté du Québec, il n'y aurait aucun mort et aucun blessé dans cet incendie. Grâce à des appels de citoyens, 3 arrestations pour conduite en état d'ébriété ont eu lieu dans la région. La première arrestation a eu lieu dans le stationnement d'un restaurant de l'avenue Gilles-Villeneuve à Berthierville, mercredi dernier, le 25 octobre, vers les 11h15. Les policiers de la Sûreté du Québec ont arrêté une femme de 59 ans de Saint-Cuthbert pour conduite avec capacité affaiblie par l'alcool. Elle pourrait faire face à des accusations à une date ultérieure. Un peu plus tard, le même jour, soit vers midi 15, un citoyen a avisé les policiers de la SQMRC de Joliette d'un conducteur en état d'ébriété sur le boulevard Firestone. L'automobiliste en question a été intercepté sur la rue Lassalle à Joliette. Il a été arrêté également pour conduite avec capacité affaiblie par l'alcool et a même refusé de se soumettre à l'alcotest. Son permis de conduire a été suspendu et son automobile saisie. L'homme de 63 ans de Lanoret a été libéré et fera face à des accusations prochainement. Puis le lendemain, le 26 octobre, vers 2 heures, un appel de citoyens a été reçu par les policiers de la SQMRC de Matawini concernant un véhicule circulant de façon erratique et dangereuse à Saint-Félix-de-Valois, en direction de Saint-Jean-de-Mata. L'automobile en question a été interceptée sur la route 131, près du rang Guillaume-Tell. Le conducteur, un homme de 35 ans de Laval, a été arrêté pour conduite avec capacité affaiblie par la drogue. Un prélèvement sanguin a été obtenu sur le suspect et il sera analysé. L'homme pourrait faire face à des accusations à une date ultérieure. Toujours le même jour, soit le jeudi 26 octobre, une collision entre 2 véhicules est survenue sur la rue Saint-Cléophas à Saint-Gabriel-de-Brandon, encore une fois à cause d'une personne en état d'ébriété. Les policiers de la Sûreté du Québec, de la MRC d'Autrey, ont procédé à l'arrestation d'un conducteur, un homme de 31 ans, de Mandeville, pour conduite avec capacité affaiblie par l'alcool. Il pourrait faire face à d'éventuelles accusations. Et puis finalement, le vendredi 27 octobre, vers 6 heures du matin, une collision entre une automobile et un camion est survenue sur la rue principale à Saint-Thomas. L'un des conducteurs avait un permis de conduire sanctionné, tandis que l'autre chauffeur avait un permis d'apprenti conducteur et il était non accompagné. Le conducteur au permis sanctionné a été conduit au centre hospitalier pour des blessures mineures. Son véhicule a été saisi pour 30 jours. Les 2 parties impliquées recevront donc des constats d'infraction puisque ni l'un ni l'autre n'avaient le droit de conduire. Il s'agit d'un homme de 30 ans de Berthierville et d'un homme de 38 ans de Montréal-Nord. 4 hommes ont été arrêtés par les enquêteurs du Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec le 19 octobre dernier, en lien avec un événement qui est survenu cet été à la Visitation de l'île du Pas. Le suspect principal, Mathis Laporte, 21 ans, de Berthierville, a comparu au palais de justice de Joliette pour introduction par effraction, vol qualifié, séquestration, complot,
port de déguisement et utilisation d'armes. Il demeure détenu depuis ce temps. Les 3 autres suspects ont été remis en liberté sur promesse de comparaître, assortis de conditions à respecter. Rappelons que le 25 juillet dernier, vers 22h30, des suspects se sont introduits dans une résidence de la municipalité, armés et cagoulés. 3 personnes se trouvaient à l'intérieur et ont été séquestrées, mais n'ont pas été blessées. Les suspects qui étaient à la recherche d'argent ont fouillé la résidence et ont quitté avec des bijoux et de l'alcool. Le nombre de cas d'aide médicale à mourir, l'AMM, continue d'augmenter au Québec. Le rapport annuel de la Commission sur les soins de fin de vie fait état de 5 211 décès issus de l'AMM entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. Ce nombre représente 6,8 % des décès enregistrés au Québec durant cette période, soit une augmentation de près de 2 points de pourcentage comparativement à la proportion de 5,1 % de décès de l'année précédente. Le rapport note que la proportion de décès que représente l'AMM au Québec, soit 593 par million, dépasse celle de l'Ontario, du Canada et aussi de la Belgique. Il est donc important que la société québécoise, ses représentants élus et les différents ordres professionnels de la santé s'interrogent sur les raisons sous-jacentes à cette tendance. À Québec, la ministre responsable des aînés et déléguée à la santé, Mme Sonia Bélanger, a précisé que ce n'est pas à la Commission de chercher des réponses à cette question, mais bien à des équipes d'experts. Elle souhaite que ces experts apportent un éclairage sur le phénomène au Québec. Bien que le nombre augmente, le profil des personnes ayant reçu l'AMM demeure sensiblement le même d'une année à l'autre. Près des 3/4 d'entre elles, soit 72 %, étaient âgées de plus de 70 ans et 9 personnes sur 10 étaient atteintes soit de cancer à 63 %, soit de maladies neurodégénératives ou neurologiques, ou encore de maladies cardiaques ou respiratoires. La grande majorité avait un pronostic de survie d'1 an ou moins, et pas moins de 97 % d'entre elles présentaient des souffrances physiques et psychiques intolérables et inapaisables. Fin de l'injustice pour les aînés. Le 19 octobre dernier, le projet de loi C-319 du Bloc québécois a rallié l'appui d'une majorité de députés. Un projet de loi qui vise à assurer un traitement juste et équitable pour tous les aînés admissibles à la pension de vieillesse. Les parlementaires se sont clairement prononcés contre le principe de 2 classes d'aînés, injustice créée par le gouvernement libéral. Depuis la pandémie, on le sait, le coût de la vie ne cesse d'augmenter et la hausse des prix représente aussi un casse-tête financier pour bon nombre d'aînés, dont les revenus sont très limités, particulièrement ceux de 65 à 74 ans qui ont été exclus par le gouvernement fédéral de la hausse de la pension de vieillesse. L'inflation persistante n'a fait qu'exacerber leurs difficultés et ils ne disposent plus des ressources suffisantes pour pourvoir à leurs besoins de base, comme se nourrir et se loger. Eh bien, selon le député de Joliette, M. Gabriel Sainte-Marie, le projet de loi permettra de rétablir un traitement juste pour tous les prestataires de la pension de vieillesse et du même coup, une aide salutaire pour les nombreux aînés acculés à la pauvreté. Avant, par contre, l'adoption finale de la loi, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. La prochaine étape sera l'étude du projet de loi C-319 en comité. Par ailleurs, il faudra convaincre les libéraux de voter en sa faveur. Le député termine en disant « On ne baissera pas les bras et continuerons le travail, car les aînés en ont besoin. » De plus en plus d'entreprises de notre MRC font appel à la main-d'œuvre internationale pour soutenir leurs opérations. La MRC de Joliette, qui a l'honneur d'héberger sur son territoire l'un des 14 organismes officiels d'accueil des nouveaux arrivants au Québec,
s'est donné comme mission d'offrir une terre d'accueil ouverte à tous. Le 26 octobre dernier a donc eu lieu le tout premier rendez-vous en immigration dans la MRC de Joliette. 80 personnes ont participé à ce rendez-vous appelé Mission Inclusion, qui a eu lieu au Centre d'excellence en santé de la Naudière. Cette grande première avait pour objectif de sensibiliser, d'outiller et de favoriser les échanges entre les villes et municipalités, les entreprises, ainsi que les organismes du milieu, et ce afin d'offrir une terre d'accueil fertile à l'établissement durable des personnes issues de l'immigration. Si vous avez un jeune adulte de 18 à 35 ans dans votre entourage qui serait intéressé par un stage d'été rémunéré en France pour l'été 2024, eh bien, sachez que le programme Intermunicipalité est de retour. Fondé le 7 décembre 1971, le réseau Québec-France Francophonie est un organisme autonome dont la mission consiste essentiellement à développer et maintenir une relation franco-québécoise directe et privilégiée et aussi à promouvoir la francophonie et la langue française. Il a comme objectif de développer et maintenir des relations étroites avec des partenaires nationaux publics et privés. Rappelons que depuis 1982, le réseau Québec-France Francophonie ainsi que la Fédération France-Québec Francophonie participent au programme conjoint Intermunicipalité. Près de 6 000 jeunes membres québécois et français de 18 à 35 ans ont participé à ce programme d'échange de stages de travail estival. Le réseau et la Fédération comptent près de 4 000 membres au Québec et en France. Alors, pour les intéressés, sachez qu'on retrouve toutes les informations concernant ce programme Intermunicipalité sur le site Internet du réseau à l'adresse indiquée à l'écran. La 8e sculpture du projet Chouette Parcours d'art en milieu rural a pris place dans la municipalité de Saint-Ligory. L'œuvre intitulée Le chant de la rivière peut maintenant être admirée à l'entrée du parc au pied du courant, qui est situé à l'intersection des rues Héroux et Richard. Cette sculpture est l'œuvre de l'artiste professionnel Doris Bouffard et a été fortement inspirée de la municipalité et aussi de la présence de la rivière Waro. La sculpture de pierre d'une hauteur de 8 pieds est composée de 4 éléments, dont entre autres les visages, qui rend hommage à ces hommes et ces femmes qui ont travaillé la terre et qui ont créé ce milieu de vie, cette terre d'accueil. Il y a également la rivière qui symbolise le pouvoir de la nature, le passage du temps qui passe. Elle propose son histoire, son chemin de vie. Les cercles qui symbolisent l'évolution et le dynamisme du mouvement de l'eau qui alimentait les moulins aux abords de la rivière Waro. On nous a dit « Écoutez l'eau de la rivière et son chant viendra vous bercer ». Et finalement, le soleil qui symbolise bien sûr la vie, cette lumière bienveillante qui rythme le quotidien des hommes et qui est fécondatrice de la terre. La 2e édition du Salon de la périnatalité et de la famille, ce grand événement organisé par le Centre des ressources périnatales Cible Famille Brandon ainsi que les maisons de la famille de la MRC de Dautré, a été une grande réussite. Ce salon a eu lieu le 22 octobre dernier à l'école Pierre de Lestage à Berthierville. Plus de 40 exposants étaient sur place pour fournir des informations sur leurs produits et services. Les familles ont ainsi pu faire connaissance avec les différents organismes, ainsi qu'avec des professionnels de la santé et des entreprises spécialisées. Petits et grands ont aussi eu le plaisir de découvrir différents animaux présentés par Educazoo, de rencontrer aussi Spider-Man et de se faire un magnifique tatouage airbrush. C'est plus de 440 participants qui ont pu finalement profiter de ce salon. Pour une 3e fois consécutive, eh bien, les Loups de Saint-Gabriel se sont inclinés 7-1 contre les Hockey Experts de Vaudreuil-Dorion. Les Loups n'ont pu compter qu'un seul but en première période et c'est le numéro 18, Christophe Pelletier, qui l'a compté, égalisant la marque 1-1.
Mais quelques minutes plus tard, le Hockey Expert reprenait les devants en marquant un autre point. Ils ont ensuite pris carrément le contrôle de la partie avec 2 autres buts en deuxième période et 3 autres en troisième période, menant à la victoire de 7-1 contre Saint-Gabriel. La prochaine partie des Loups aura lieu le samedi 4 novembre contre les Monkeys de Montréal à l'Arena CND du Collège Notre-Dame. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission J'ai souvenir encore. Le sujet de la semaine, eh bien, c'est l'excellent chanteur d'opérette basque espagnol Luis Mariano, de son vrai nom Mariano Eusebio González y Garcia. Une très belle émission à ne pas manquer. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une excellente fin de journée.